Bonsoir, je m'appelle Jean-David Zetoun, je suis interne en dernier semestre en gastro à Paris et je vais corriger les 4 dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Donc ces 4 dossiers des pathogastro qui se veulent transversaux avec des questions de gastro mais aussi des questions portant sur d'autres disciplines. Donc j'espère que ça vous a intéressé. On va essayer de réviser un maximum de choses ensemble pour que cette conf soit efficace. Alors, on va commencer avec le dossier suivant, qui est le dossier de monsieur A, 77 ans, qui est admis aux urgences de l'hôpital où vous travaillez pour un ictère avec de la fièvre. Dans ses antécédents, il signale simplement une hypertension artérielle depuis plus de 20 ans. Et pour ce qui est de l'histoire de la maladie, il vous explique qu'il est fatigué et qu'il a perdu du poids depuis quelques semaines. Ses selles sont décolorées, ses urines sont plus foncées et il vous explique qu'il a le teint jaune. À l'examen clinique, il est tachycarde à 96 par minute, la tension artérielle est correcte à 14,9, la saturation périphérique en air ambiant est à 96% et il est effectivement fébrile à 38,9. L'état général de ce malade est conservé, vous constatez un ictère franc cutanéo-muqueux. À la palpation, l'abdomen est souple avec un hypocondre droit qui est douloureux et vous émettez un doute sur une vésicule biliaire palpable. Il vous tend son ordonnance de traitement habituelle qui comprend de l'Amlor à 5 mg 1 comprimé par jour, de la ténormine à 100 mg 1 comprimé par jour et du Xatral LP 10 mg 1 comprimé par jour également. Première question, petit a, quelles sont les 2 principales causes d'ictère à bilirubine non conjuguée? Petit b, quels sont les 2 mécanismes possibles d'un ictère à bilirubine conjuguée? Deuxième question, quel est le diagnostic le plus probable? Quels sont les diagnostics différentiels? Troisième question, quelle est la conduite à tenir sur le plan diagnostique et thérapeutique aux urgences? Quatrième question, une imagerie retrouve une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, une vesticule distendue et libre, le cholédoque est dilaté, sa portion distale n'est pas vue en raison de l'interposition des gaz digestifs. Monsieur A s'améliore rapidement. Petit a, quels sont les arguments contre une origine lithiasique de l'épisode actuel? Petit b, quel est l'examen complémentaire que vous demandez? Petit c, la créatinine de monsieur A est à 116 micromoles par litre, correspondant selon lui à ses chiffres habituels. Quelles sont les précautions indispensables quant à l'examen de la question petit b? Cinquième question petit a, cet examen retrouve un processus tissulaire du confluent duodéno-pancréatique envahissant l'artère mésentérique supérieure sans autre anomalie. Quel est maintenant le diagnostic le plus probable? Petit a, suite, quels sont les diagnostics différentiels? Petit b, quelles sont les autres procédures invasives que vous devez annoncer au patient, sachant qu'il refuse la chirurgie? Sixième question, en attendant, comment soulager le prurite dont il se plaint depuis que ses ennuis ont commencé? Septième question, grâce à vos bons soins, monsieur A s'est bien amélioré, il a déjauni et repris du poids. Votre diagnostic initial est finalement confirmé. Le moment est venu de lui parler de la chimiothérapie que vous allez lui proposer. Quelles sont les modalités et les précautions devant encadrer sa prescription et son administration? Huitième question, monsieur A accepté ce programme de chimiothérapie et il est hospitalisé pour sa 3e cure de gemcitabine. À J2, on vous signale qu'il a fait un malaise et qu'il est tombé au cours de sa toilette. En allant l'examiner dans sa chambre, vous constatez que sa respiration est difficile. Il ne sait pas pourquoi il s'est senti mal. Sa saturation périphérique en air ambiant est à 88% et il est apyrétique. Quel est le diagnostic que vous évoquez en première intention? Quelle est la conduite à tenir sur le plan diagnostique et thérapeutique en supposant que votre diagnostic est confirmé? 9e question. Le diagnostic est confirmé. Monsieur A est traité efficacement et survit à l'épisode. 3 mois plus tard, la chimiothérapie a été interrompue en raison d'une progression tumorale. Il pèse 60 kg et pose essentiellement le problème de douleur abdominale. Ces douleurs sont d'allure solaire et résistent à 8 gélules de diantalvic par jour. Quelles sont les étapes de l'antalgie chez monsieur A? Alors, première question. Petit a, quelles sont les 2 principales causes d'ictère à bilirubine non conjuguée et quels sont les 2 mécanismes possibles d'un ictère à bilirubine conjuguée? Alors, les 2 principales causes d'ictère à bilirubine non conjuguée sont les 2 que vous avez à retenir. Ce sont l'hyperhémolyse
et le syndrome de Gilbert. Donc, beaucoup de gens disent maladie de Gilbert. En fait, ça n'est pas une maladie parce que ça n'occasionne pas de symptômes de plainte fonctionnelle de la part des patients. Donc, c'est un syndrome et qui correspond à un déficit partiel de la glucuroconjugaison de la bilirubine. C'est une maladie génétique à transmission autosomique dominante qui est hyper fréquente dans la population et qui est responsable d'ictères chez des gens, souvent à l'occasion d'un stress comme une grippe ou une épreuve de jeûne, par exemple. Donc les deux principales causes d'ictères à bilirubine non conjuguée, ce sont l'hémolyse et le syndrome de Gilbert. Quels sont les deux mécanismes d'un ictère à bilirubine conjuguée? Alors vous savez qu'on ne dit plus ictère à bilirubine libre, on dit ictère à bilirubine non conjuguée. Donc là, c'est les ictères à bilirubine conjugués. Donc pour les ictères à bilirubine conjugués, ils peuvent résulter soit d'une cholestase extrahépatique, c'est-à-dire un obstacle sur les voies biliaires extrahépatiques, donc principalement sur le cholédoque, soit ils peuvent résulter d'une cholestase intrahépatique. Et là, vous avez essentiellement trois mécanismes à retenir, qui sont petit 1, un dysfonctionnement des hépatocytes. Ça, ce sont les mécanismes qui sont surtout impliqués dans les cirrhoses ou dans les hépatites, quelle que soit leur cause. Vous avez, deuxièmement, une destruction possible des canalicules biliaires, qui se voit essentiellement dans deux maladies, qui sont la cirrhose biliaire primitive et la cholangite sclérosante primitive, qui sont des maladies inflammatoires des voies biliaires. Et puis la troisième cause, c'est une cause qui est plus rare, c'est une obstruction des canalicules biliaires intrahépatiques, essentiellement par une tumeur. C'est rare parce qu'en général, il faut qu'une tumeur soit très évoluée et donc très envahissante pour être responsable d'un ictère intrahépatique par obstruction des canalicules biliaires. Deuxième question, quel est le diagnostic le plus probable et quels sont les diagnostics différentiels? Donc le diagnostic le plus probable, il est facile. Devant un ictère fébrile, le premier diagnostic que vous devez évoquer, c'est une angiocolite aiguë, qu'elle soit lithiasique ou non lithiasique. La cause la plus fréquente de l'angiocolite aiguë, effectivement, c'est la lithiase biliaire, mais pas forcément. Donc la plupart des dossiers que vous verrez d'angiocolite, ce sont des angiocolites aiguës d'origine lithiasique, mais il faut savoir que toute obstruction des voies biliaires est responsable d'une stase de la bile, et que cette même stase de la bile, comme toute stase, c'est valable aussi pour les urines ou pour n'importe quel liquide, peut très facilement se surinfecter. Donc devant un ictère fébrile, il faut évoquer une angiocolite aiguë, c'est-à-dire une infection du liquide biliaire dans les voies biliaires, qu'elle soit d'origine lithiasique ou non lithiasique. Les diagnostics différentiels, ils sont très classiques. Vous en avez un qui n'est pas exceptionnel, même si ça ne court pas les rues, qui est le syndrome de Mirizzi. Le syndrome de Mirizzi, c'est une cholécystite avec un œdème majeur de la vésicule biliaire qui vient comprimer le cholédoque et donc qui est responsable d'une cholestase extrahépatique et donc un ictère, comme si c'était une angiocolite. Le deuxième diagnostic différentiel, vous devez l'avoir dans votre question cirrhose alcoolique, c'est l'hépatite alcoolique aiguë sévère. Je vous rappelle qu'il y a deux types d'hépatite alcoolique aiguë. Vous avez les hépatites alcooliques aiguës sans signe de gravité, et puis vous avez celles qui ont des signes de gravité. On les reverra dans un autre dossier. Et bien l'hépatite alcoolique aiguë sévère, si vous vous souvenez bien, dans les diagnostics différentiels, il y a l'angiocolite, parce que ça peut donner une douleur de l'hypocondre droit, ça peut donner de la fièvre, et les malades en général sont ictériques en raison de l'insuffisance hépatocellulaire qui est liée à la cirrhose. Et puis le troisième diagnostic différentiel que vous devez connaître, c'est l'abcès du foie, qui est unique une fois sur deux et multiple une fois sur deux, et qui peut tout à fait être associé à une angiocolite, puisque je vous rappelle que les deux grandes causes d'abcès du foie, c'est d'une part les abcès du foie d'origine biliaire, et d'autre part les abcès du foie d'origine porto-mésentérique. Et donc un abcès du foie est une cause d'ictère fébrile, mais n'exclut pas une angiocolite sous-jacente que vous devez activement rechercher par un examen précis des voies biliaires comme une écho-endoscopie. Question 3. Quelle est la conduite à tenir sur le plan diagnostique et thérapeutique aux urgences devant ce malade? Alors, il faut sortir les tiroirs habituels. Il s'agit d'une urgence vitale. C'est à peu près 5% de mortalité, une angiocolite aiguë. Dans les vieilles définitions de l'angiocolite aiguë, avant on disait que c'était forcément une septicémie. Donc c'est une urgence vitale. Il faut évidemment hospitaliser le malade et le perfuser. Il faut lui faire un bilan biologique avec d'une part un bilan un petit peu général, donc NFS plaquettes, un ionogramme, une créatinine, on verra pourquoi, un bilan hépatique complet évidemment pour rechercher des signes de cholestase. Devant une douleur de l'hypocondre droit ou épigastrique, il est de bon ton de doser une lipasémie pour éliminer une pancréatite aiguë qui peut être soit un diagnostic différentiel, soit une autre complication de la lithiase biliaire. La CRP
qui atteste d'un syndrome inflammatoire et qui aura valeur de référence pour le suivi ensuite après le traitement, et un bilan d'hémostase en cas d'intervention chirurgicale ou ne serait-ce que endoscopique à prévoir. Et puis évidemment, devant un malade qui est fébrile, il faut faire des prélèvements bactériaux. Donc il faut toujours faire des hémocultures et les ensemencer sur milieu aéro et anaérobie. Devant une douleur abdominale fébrile, vous ne pouvez pas faire l'épargne de l'ECBU. C'est obligatoire, même chez l'homme. Et puis, vu que vous pensez à une angiocolite, vous allez demander une échographie abdominale en urgence. Normalement, quelle que soit l'heure à laquelle vous recevez le malade, vous devez avoir votre échographie abdominale. Et puis ensuite, pour ce qui est du plan thérapeutique, le principal objectif, c'est de traiter le sepsis, donc c'est de le mettre sous antibiotiques. Évidemment, après les prélèvements, l'angiocolite étant une infection sévère, il faut que l'antibiothérapie soit active sur les germes digestifs, ça c'est parce que c'est une infection d'origine digestive, et qu'elle soit administrée par voie parentérale, c'est plus rapidement efficace. Un grand classique, c'est la bithérapie augmentin au flocette, mais on peut tout à fait imaginer une céphalosporine de 3e génération avec du métronidazole, par exemple. Enfin, règle élémentaire, il a mal, il faut traiter sa douleur, et puis il a un certain âge, donc il faut lui donner des antipyrétiques si la fièvre est mal tolérée, et puis évidemment, il faut surveiller votre malade. Quatrième question, donc on vous parle de l'imagerie justement, donc elle objective, alors on vous dit pas ce que c'est, mais en l'occurrence le premier examen demandé c'était une échographie, donc une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, une vésicule distendue et libre, ce qui prouve que vous aviez un bon sens clinique, le cholédoque est dilaté et sa portion distale n'est pas vue en raison de l'interposition des gaz digestifs. Ça c'est hyper fréquent, surtout chez les malades qui sont pas à jeun. Monsieur A s'améliore rapidement, on est content. Et on vous demande, petit a, quels sont les arguments contre une origine lithiasique de l'épisode actuel. Petit b, quel est l'examen complémentaire à demander à ce stade. Et petit c, on vous dit que la créatinine est à 116 micromoles par litre, ce qui correspond selon lui à ses chiffres habituels. Et on vous demande s'il y a des précautions à prendre quant à l'examen de la question petit b, ce qui est un indice. Donc, petit a, donc quels sont les arguments contre l'origine lithiasique? Donc, le fait que l'ictère cholestatique évolue depuis plusieurs semaines, ça c'est très évocateur d'une origine non lithiasique. L'altération de l'état général progressive avec perte de poids et grosse vésicule biliaire, ça n'est pas du tout évocateur d'une origine lithiasique devant une angiocolite. Évidemment, l'absence de lithiase vésiculaire à l'écho, qui est en fait le signe indirect le plus fréquent en cas d'angiocolite lithiasique, on le verra après. Et puis l'absence de calcul cholédocien à l'écho, qui n'est pas discriminative à 100%, c'est même beaucoup moins que ça, mais qui est quand même un argument contre une origine lithiasique. En effet, l'échographie abdominale dans le cadre des maladies des voies biliaires et des calculs notamment, ne visualise un calcul dans le cholédoque que dans 20 à 30% des cas. Donc le plus souvent, devant un tableau d'angiocolite aiguë, ce qui vous permet de retenir le diagnostic, c'est la simple dilatation des voies biliaires en rapport avec le contexte clinique, la triade douleur fièvre ictère, et biologique, une cholestase, un syndrome inflammatoire, et puis l'absence d'autres causes au sepsis. Et puis les calculs vésiculaires sont un excellent signe de l'origine biliaire d'une angiocolite, de l'origine calculeuse, pardon, d'une angiocolite lithiasique. Petit b, quel est l'examen qu'il faut demander? Eh bien, à ce stade, devant une obstruction des voies biliaires extra-hépatiques dans leur portion distale, l'examen d'imagerie qui explore le mieux cette région et qui va le mieux vous aider pour votre enquête étiologique, c'est le scanner abdominal, dont vous devez préciser au radiologue qu'il doit être centré sur la région bilio-pancréatique. Ça l'aidera, il fera moins de coupes large, il fera plus de coupes fines et vous avez une meilleure rentabilité diagnostique. Il faut lui dire de le faire sans et avec injection de produits de contraste iodé en l'absence de contre-indications majeures. Les contre-indications majeures que vous avez à connaître, ce sont l'allergie à l'iode, qui est assez rare mais que vous devez connaître, et l'insuffisance rénale sévère. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour ce scanner chez quelqu'un qui a 116 micromoles de créatinine? La réponse est oui. Il faut prévenir l'insuffisance aiguë à l'iode. Je vous rappelle que l'insuffisance rénale aiguë à l'iode, le mécanisme, c'est la nécrose tubulaire aiguë, c'est-à-dire que l'iode est directement toxique pour les tubules du rein et donc est responsable chez les gens en général qui ont des facteurs de risque ou une insuffisance rénale aiguë sous-jacente d'une élévation transitoire de la créatinine.
et donc d'une insuffisance rénale aiguë. Alors le plus souvent, cette insuffisance rénale aiguë est régressive et sans gravité, néanmoins, vous devez la prévenir. Et donc chez quelqu'un qui a 116 micromoles de créatinine, c'est-à-dire qui a une insuffisance rénale chronique minime sous-jacente, il faut prévenir l'insuffisance rénale aiguë. Alors les moyens, ils sont très simples. Le plus efficace, c'est l'hydratation intraveineuse que vous devez mener avant, pendant et après l'examen. Cette hydratation donc, doit avoir lieu par voie intraveineuse. Ça a été démontré comme étant plus efficace que par voie orale. Et il n'y a pas de protocole standardisé, mais la plupart des experts proposent de commencer donc avant l'examen et de poursuivre jusqu'à après l'examen, et y compris pendant l'examen. Pour ce qui est du côté de l'aspect alcalin de cette alcalinisation, les avis divergent. Vous rencontrerez certainement des néphrologues qui vous diront que cette hydratation doit être alcaline. Néanmoins, il n'y a aucun consensus là-dessus. Il y a des études qui montrent que ça, c'est plus efficace et d'autres non. Donc, je pense que ce n'est pas un critère obligatoire. Le plus important, c'est de parler d'une bonne hydratation. Et puis, le deuxième élément clé, c'est d'adjoindre de la N-acétylcystéine également avant, pendant et après l'examen, qui a démontré dans plusieurs études une protection rénale. Et enfin, la dernière mesure, c'est évidemment, c'est simple, mais il faut y penser, c'est de surveiller la créatinine à 48 heures. Vous pouvez même le faire éventuellement à 24 heures pour vérifier l'absence d'insuffisance rénale aiguë secondaire à l'injection de produits de contraste iodé au cours de l'examen. Cet examen retrouve un processus tissulaire du confluent duodéno-pancréatique qui envahit l'artère mésentérique supérieure et il n'y a pas d'autre anomalie. On vous demande quel est le diagnostic le plus probable et quels sont les diagnostics différentiels. Petit b, quelles sont les autres procédures invasives que vous devez annoncer à votre patient puisqu'il refuse d'être opéré? Alors, petit a, le diagnostic le plus probable, c'est par argument de fréquence, le cancer de la tête du pancréas. Et par argument de fréquence, le type histologique le plus fréquent devant un cancer de la tête du pancréas, c'est un adénocarcinome canalaire. C'est-à-dire c'est un adénocarcinome qui est développé à partir de l'épithélium des canaux pancréatiques. C'est le plus fréquent, de très loin, 80-90% des cancers du pancréas. Les diagnostics différentiels que vous devez connaître, parce qu'on peut vous poser la question du diagnostic différentiel, ils sont très classiques. C'est d'une part le cholangiocarcinome, c'est-à-dire un cancer développé à partir de l'épithélium des voies biliaires qui serait situé en regard de la tête du pancréas. Donc, des fois, le diagnostic différentiel est même impossible. Et le deuxième diagnostic différentiel, c'est l'ampulome vatérien. L'ampulome vatérien, c'est une tumeur qui peut être bénigne ou qui peut être maligne et qui est développée aux alentours de la région de l'ampoule de Vater. Ça peut être soit à partir du duodénum, soit à partir des canaux biliaires. C'est une tumeur qui n'est pas toujours maligne, dont le diagnostic histologique est difficile et qui est très classiquement dans les livres, mais aussi dans les dossiers d'internat, responsable de tableaux d'angiocolite aiguë. Et très classiquement, c'est une tumeur qui saigne et qui peut être à l'origine d'une anémie par carence en fer. Donc là, vous avez notamment, sur cette image de scanner, un ampulome vatérien. Donc la tumeur est très bien visualisée. Voilà, vous voyez, elle a été marquée par le radiologue pour qu'il puisse la mesurer. Donc ça, c'est une reconstruction coronale, évidemment. Et en sus-jacent, vous voyez bien la dilatation majeure des voies biliaires qui est évidemment induite par l'obstacle qu'est cet ampulome vatérien. Ça, c'est un petit peu différent. C'est une très volumineuse tumeur du pancréas, qui est une tumeur kystique qui est dégénérée. Donc, parmi les tumeurs du pancréas, je vous ai dit que le plus fréquent, c'était l'adénocarcinome canalaire, mais vous avez d'autres tumeurs, et vous avez notamment des cystadénocarcinomes, c'est-à-dire des adénocarcinomes développés éventuellement à partir de tumeurs kystiques. Donc là, vous avez une énorme tumeur chez une patiente de 90 ans, et avec une composante liquidienne qui est la composante kystique initiale, et une composante plus dense, qui est la composante tissulaire, et qui est la composante cancéreuse à proprement parler. Petit b de la 5e question, les procédures invasives que vous devez annoncer à votre patient. Alors d'une part, on vous dit qu'il y a un envahissement de l'artère mésentérique supérieure. Donc ça veut dire que ce cancer n'est pas résécable, il n'est pas curable, il n'est pas chirurgical. D'autre part, on vous dit qu'il n'y a pas d'autre anomalie, ça veut dire qu'il n'y a pas de métastase. Donc, les deux impératifs, l'impératif principal plutôt, c'est d'avoir une histologie de cette tumeur. Et comme il n'y a pas de métastase accessible facilement, il va falloir faire une biopsie de la tumeur pancréatique.
Et donc cette biopsie de la tumeur pancréatique, elle est au mieux obtenue par une écho-endoscopie digestive. Donc il faut mettre écho-endoscopie digestive haute. Je vous rappelle qu'il y a des écho-endoscopies digestives basses pour les bilans d'extension locaux-régionaux des cancers du rectum, par exemple. Avec ponction de la lésion, c'est pas une biopsie, hein, c'est une ponction. On va voir, c'est un tout petit peu différent. Toute ponction, toute biopsie, tout geste invasif à l'internat doit évidemment vous faire contrôler au préalable l'hémostase du patient. Et le produit de la ponction est envoyé en anatomopathologie, ça c'est le service dans lequel vous l'envoyez. Et sur ces prélèvements, on va faire d'une part une cytologie et d'autre part une immunohistochimie, pas toujours, mais de plus en plus souvent. En fait, il faut savoir que sur les produits de ponction sous écho-endoscopie digestive, on n'arrive jamais à avoir des tissus solides. Donc on ne peut pas dire que c'est une biopsie et on ne peut pas dire que le résultat est histologique. Ce qu'on a surtout, c'est des cellules. Donc ces cellules, elles sont moins parlantes qu'un tissu parce que vous avez les modifications cytologiques, mais vous n'avez pas les modifications architecturales. Donc c'est un petit peu moins rentable, c'est un petit peu moins performant comme examen qu'une vraie biopsie avec un tissu histologique pour l'analyse. Néanmoins, avec les progrès de l'immunohistochimie, on a des marqueurs pour tous les cancers, y compris pour le cancer du pancréas, notamment le CA19-9, que vous connaissez parce que c'est un marqueur tumoral que vous pouvez doser dans le sang. Et ben, on a des marqueurs qui peuvent aider au diagnostic. Et devant un amas cellulaire, donc devant une cytologie qui avant n'était pas très parlante, maintenant on arrive à les rendre de plus en plus rentables grâce à l'immunohistochimie. Donc voilà ce que vous devez demander, ça c'est pour avoir un diagnostic. Parce que vous ne pouvez pas commencer un traitement d'un cancer sans avoir un diagnostic de certitude. Et puis la deuxième chose que vous devez faire, c'est que vous devez soulager votre malade qui a un ictère d'origine obstructive. Donc pour soulager le malade, vous avez soit la voie chirurgicale, mais il vous dit qu'il l'a refusée, donc vous allez être obligé de faire un drainage des voies biliaires par voie endoscopique. Donc ce drainage des voies biliaires par voie endoscopique se fait au cours d'une CPRE. CPRE, ce sont les initiales de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, donc opacification du canal pancréatique et du canal choléidogue, par voie rétrograde, c'est-à-dire par voie endoscopique en fait. Et ça, vous allez le faire dans le même temps que l'écho-endoscopie, puisque tout ça se fait sous anesthésie générale. Et puis ensuite, il y a très peu de choses à faire. Il y a d'une part une sphinctérotomie par voie endoscopique. Donc sphinctérotomie, ça veut dire que vous sectionnez au bistouri électrique le sphincter d'Oddi pour pouvoir accéder aux voies biliaires. Deuxièmement, réflexe, tout le monde va penser à mettre la sphinctéro et tout le monde va penser à mettre la prothèse. Mais vous devez penser à mettre le prélèvement de bile. Parce que ça, les gens oublieront. Ils seront loin de l'angiocolite. Ils auront oublié qu'on était en contexte septique. Donc vous devez penser à faire un prélèvement de bile pour l'envoyer en bactériaux. Je vous rappelle, ce malade était en angiocolite très peu de temps avant. Et donc, par contre, ça, la plupart des gens y penseront, il faut assurer un drainage des voies biliaires. Et pour ça, il faut mettre en place une prothèse. Prothèse métallique ou prothèse plastique, ce n'est pas votre problème. Pour mémoire, sachez que les prothèses métalliques se bouchent, ont une meilleure durée de vie, entre guillemets, puisque vous savez que la destinée d'une prothèse, c'est de se boucher. Les prothèses plastiques se bouchent au bout de 3-4 mois. Les prothèses métalliques peuvent tenir 6 à 8 mois. Donc, c'est pas votre problème. Vous mettez prothèse biliaire, c'est déjà très bien. Petit rappel, les deux intérêts de l'écho-endoscopie digestive dans le cancer du pancréas, c'est un, le bilan d'extension loco-régional. C'est peut-être un peu plus performant encore que le scanner, même si le scanner fait beaucoup de progrès. Et le deuxième intérêt, c'est d'obtenir une histologie par la ponction. Ici, le bilan d'extension loco-régional, c'était inutile puisqu'on vous disait que l'artère mésentérique supérieure était envahie. Ça avait été vu au scanner. Donc l'écho-endoscopie n'amenait rien à ce niveau-là. On savait que le malade était récusé pour la chirurgie. L'écho-endoscopie, ici, son intérêt résidait dans la ponction. Et si jamais vous avez un autre cancer du pancréas à l'internat, avec un moyen plus simple d'obtenir une histologie, et le grand classique, c'est la métastase hépatique, parce que si vous avez une métastase hépatique qui est juste là, vous mettez une aiguille à 5 cm de profondeur sous échographie, vous faites une vraie biopsie, vous avez votre diagnostic, c'est pas la peine d'endormir le malade, de lui faire une écho-endoscopie avec un risque de perforation digestive, etc. Donc si jamais vous avez un autre dossier à l'internat avec une méta-hépatique accessible, et que par ailleurs, vous n'avez pas besoin de l'écho-endoscopie pour le bilan d'extension loco-régional, eh ben, il ne faut pas faire l'écho-endoscopie. Il faut faire simplement un diagnostic histologique grâce à la biopsie de votre métastase accessible. Et puis le diagnostic d'extension loco-régionale, vous l'aurez peut-être déjà eu grâce au scanner. Et ensuite, vous pourrez passer à la phase traitement. Donc ça, c'est une image
d'une photo qui a été prise au cours d'une endoscopie pour faire une CPRE pour une extraction grâce à une sonde dite à panier qui est la sonde de Dormia, peu importe, vous n'avez pas à savoir ça, pour extraction de calcul. Donc on a fait la sphinctérotomie endoscopique pour pouvoir accéder aux voies biliaires et ensuite on va rentrer la sonde dans le cholédoque et on va extraire tous les calculs, il ne faut pas en oublier. Donc là vous avez un volumineux calcul, enfin volumineux en tout cas sur la photo, qui est extrait grâce à la sonde de Dormia, et puis ça c'est encore d'autres calculs que vous voyez très bien ici, qui sont extraits. Il faut faire le ménage parce que on endort le patient une fois avec son angiocolite, il faut évidemment pas en oublier. La deuxième image, c'est la bile purulente. Donc là, ça paraît évident que quand on a une bile qui est... La bile, c'est plus foncé que ça normalement, hein. C'est assez noir en général. Donc quand on a une bile qui est jaune comme ça, c'est vraiment une bile purulente. On n'a pas l'odeur, mais ça sent mauvais en réalité. Et on pense très facilement à la prélever. Vous êtes sur un dossier, c'est plus difficile. Donc il faut que vous pensiez toujours au prélèvement local. C'est valable devant n'importe quel sepsis à l'internat. Puis la dernière image, c'est une image radiologique donc de CPRE. Donc là, vous avez l'endoscope, d'accord, qui est radio-opaque, comme vous le voyez. Et puis là, vous avez le canal cholédoque avec les branches droites, les branches gauches, et puis une image de lacune que vous ne pouvez pas rater, qui correspond à une lithiase biliaire. Et puis ça, c'est toujours une image de CPRE avec une opacification des canaux pancréatiques. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'illustration de la pancréatographie. Sixième question. En attendant, comment soulager le prurite dont se plaint Monsieur A depuis que ses ennuis ont commencé? Alors il faut lui donner très simplement des antihistaminiques, et il y avait un petit piège à cette question, c'est qu'il fallait bien préciser que les antihistaminiques devaient être non anticholinergiques. Donc par exemple la polaramine, qui est un très vieux médicament, ou le Xizal, qui est plus récent. En effet, le traitement de choix des ictères, enfin des prurites sur ictères cholestatiques, c'est l'hydroxyzine, c'est-à-dire l'atarax. Mais l'hydroxyzine est contre-indiquée puisqu'elle est anticholinergique. Et donc, vous savez que les deux contre-indications que vous devez rechercher avant de prescrire un traitement anticholinergique, c'est les problèmes de glaucome aigu par fermeture de l'angle et les problèmes d'hypertrophie bénigne de la prostate. Or, Monsieur A très probablement une hypertrophie bénigne de la prostate, puisqu'on vous disait dans son ordonnance qu'il prenait du Xatral. Et donc, il ne fallait pas lui prescrire de médicaments anticholinergiques. Donc, il fallait préciser que les antihistaminiques devaient être non anticholinergiques. Septième question. Grâce à vos bons soins, Monsieur A s'est bien amélioré. Il n'est plus ictérique et il a repris du poids. Votre diagnostic initial est confirmé et vous lui parlez donc de la chimiothérapie à venir. Quelles sont les modalités et les précautions qui doivent encadrer une prescription et une administration d'une chimiothérapie? Alors, d'abord, il faut dire que l'indication de la chimiothérapie doit être posée à l'issue d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Si vous avez traîné dans vos services, vous avez toujours entendu le terme RCP. RCP, c'est pour réunion de consultation pluridisciplinaire, et c'est une RCP d'oncologie. C'est aujourd'hui tout traitement et toute prise en charge au sens large d'un cancer doit se faire à l'issue d'une réunion de concertation pluridisciplinaire qui doit faire participer un médecin, donc qui en général est soit gastro-entérologue avec une compétence en oncologie, soit directement un oncologue, un chirurgien, un radiologue, maintenant on dit des imageurs, et un anatomopathologiste. C'est obligatoire. Ensuite, il faut dire que vous délivrez au patient une information loyale et adaptée. Ça, c'est une formule que vous devez garder et que vous devez ressortir dans plein de questions. Et notamment sur l'efficacité attendue et les effets indésirables de cette chimiothérapie. Vous devez également le prévenir des moyens qui sont à votre disposition pour prévenir la survenue de ces effets indésirables. Ensuite, il faut évidemment administrer la chimiothérapie par une voie centrale, puisque vous savez que la chimiothérapie, c'est très toxique pour les veines. Et donc, sur une veine périphérique, vous n'allez pas garder un bon capital veineux longtemps. Donc, tous les patients qui doivent avoir une chimiothérapie bénéficient de la mise en place d'un cathéter central avec une chambre implantable portative ou porte-à-4 pour l'administration de la chimiothérapie. Cette administration doit se faire en hospitalisation par un personnel compétent et entraîné. Enfin, il faut évidemment préciser que avant chaque cure de chimiothérapie, vous allez contrôler la clinique, vous allez demander au patient comment il va, vous allez lui demander comment ça s'est passé la dernière fois pour pouvoir adapter vos thérapeutiques à la sortie de l'hôpital en vue de prévenir les effets secondaires.
Et puis un contrôle biologique est obligatoire. Vous savez que les toxicités des chimiothérapies, elles sont, pour quasiment toutes, elles sont médulaires, donc il faut contrôler la numération et les plaquettes. Et puis certaines chimiothérapies ont des toxicités spécifiques sur le rein, comme les sels de platine, ou sur le foie, comme par exemple l'irinotécan, qui est utilisé dans le cancer du côlon. Et donc vous devez contrôler ces paramètres avant d'administrer la chimiothérapie, parce qu'en cas d'anomalie, ça peut vous amener à différer la chimiothérapie, à modifier les doses ou carrément à l'arrêter. Et puis enfin, vous lui dites, ça doit faire partie de votre information au cours de la première consultation d'oncologie, qui est en général une consultation très longue, qui dure entre 45 minutes et 1 heure. Vous devez lui préciser qu'on va évidemment surveiller l'efficacité du protocole de chimiothérapie qu'on lui administre. Et en général, cette efficacité est évaluée grâce à des examens morphologiques, donc très souvent des scanners, éventuellement des IRM, rarement des examens endoscopiques pour certaines tumeurs, et puis volontiers des marqueurs tumoraux quand ils sont disponibles, par exemple l'ACE pour le cancer du côlon ou le CA19-9 pour le cancer du pancréas. Donc, vous avez bien fait votre travail puisque Monsieur A, vous l'avez convaincu d'accepter le programme de chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie de référence dans le pancréas, c'est la gemcitabine, dont le nom commercial est le Gemzar. Il y a encore des gens qui font une bithérapie, entre guillemets, en tout cas une combinaison de drogues gemcitabine plus des sels de platine, mais des études récentes ont montré que ça n'était pas plus efficace que la gemcitabine seule. Puis il y a un nouveau médicament, vous n'avez pas à connaître le traitement du cancer du pancréas, mais je vous en parle parce que ça peut se mélanger dans une question de chimiothérapie, et puis c'est intéressant. Il y a un nouveau médicament qui est une biothérapie qui s'appelle le Tarceva, et le Tarceva a montré récemment une efficacité modeste mais certaine dans la survie dans les cancers du pancréas traités en palliatif par chimiothérapie. Donc lui, il est hospitalisé pour de la gemcitabine seule, c'est déjà sa 3e cure, et à J2, on vous appelle parce qu'il a fait un malaise et qu'il est tombé. En allant l'examiner, vous constatez donc qu'il a du mal à respirer, il ne sait pas pourquoi il est tombé, il a une saturation périphérique qui est à 88%, alors que tout à l'heure, quand il était septique, il était à 96%, donc c'est pas normal. Et par contre, il est apérétique. Donc on vous demande quel est le diagnostic que vous évoquez en première intention et quelle est la conduite à tenir. Ça, c'est une situation qui vous arrivera un jour. Donc, sujet âgé, plus contexte de cancer, surtout les cancers du pancréas, plus patient hospitalisé, plus malaise, plus dyspnée avec désaturation objectivée, égale embolie pulmonaire grave. Donc grave parce qu'il a fait un malaise, et embolie pulmonaire pour toutes les autres raisons, c'est-à-dire le fait qu'il soit âgé, qu'il ait un cancer, qu'il soit à l'hôpital. Tout ça, ça doit faire évoquer une embolie pulmonaire. Je vous rappelle que c'est la première cause de mortalité hospitalière en France. Donc, quelle est la conduite à tenir? Déjà, il faut dire que c'est une urgence, ça me paraît indispensable. Il faut lui dire de se reposer au lit et de ne pas bouger. Vous le monitorez sur le plan cardio-tensionnel et sur le plan de la saturation périphérique. Vous lui mettez sans tarder une oxygénothérapie, comme vous voulez, pour obtenir au moins une saturation à 92%, comme vous voulez, nasale, au masque, on s'en fiche. Il faut lui faire les examens standards de débrouillage devant une douleur thoracique et une dyspnée, donc il faut faire évidemment un électrocardiogramme, évidemment des gaz du sang artériel, si possible, juste avant de commencer l'oxygène, c'est-à-dire dans les 5 minutes. Et puis, il faut faire un bilan biologique de base. Donc, la créatinine, on va voir pourquoi. Les marqueurs de nécrose myocardique pour le diagnostic différentiel. Et puis, il faut faire, évidemment, devant une dyspnée, une radio de thorax de face. Et si le patient n'est pas mobilisable, il faut la faire au lit. Une fois que cette radio est faite, si elle est normale ou qu'elle ne retrouve pas de cause évidente à cet épisode de malaise avec dyspnée, et ou que vous retrouvez des petits signes, ce qu'on appelle les petits signes d'embolie pulmonaire, qu'on va revoir après, bon, et ben l'étape d'après, sans tergiverser, c'est l'angioscanner thoracique qu'il faut faire en urgence. Les radiologues ne vous refusent pas des angioscanners thoraciques. Il y a deux choses que les radiologues ne refusent pas, c'est les scanners cérébraux, ça ils peuvent pas refuser. Déjà, ça prend pas longtemps. Ensuite, c'est pas très difficile, tout le monde sait les interpréter. Et puis, ensuite, une urgence cérébrale, on peut pas refuser de faire une imagerie. Et le deuxième truc qu'en général, ils osent jamais refuser, c'est les angioscanners thoraciques, parce que l'embolie pulmonaire, ils savent que c'est un diagnostic qui est très difficile, et qu'avec des signes minimes d'embolie pulmonaire, on peut avoir une embolie pulmonaire assez impressionnante au niveau des images. Et donc, dès que vous l'avez évoqué, en général, vous verrez, ils ne vous refuseront pas les angioscanners thoraciques. Donc, il faut le demander en urgence. Et, une fois n'est pas coutume, il faut prévenir la nécrose tubulaire aiguë. Vous y avez pensé tout à l'heure. Il faut y repenser ici. Et je vous ai déjà dit comment il fallait faire pour prévenir la nécrose tubulaire aiguë.
Et puis évidemment, il faut le traiter, et il faut le traiter avant confirmation diagnostique, vu que c'est une embolie pulmonaire grave. Donc classiquement, c'est une anticoagulation efficace, à distinguer d'une anticoagulation préventive. Le TCA que vous devez obtenir doit être entre 2 et 3. Et puis, toute embolie pulmonaire grave doit faire pratiquer une échographie cardiaque par voie transthoracique et doit faire discuter la fibrinolyse. En pratique, la fibrinolyse est très rarement faite, encore plus rarement que pour les AVC, mais ça fait partie du traitement, donc vous devez au moins la mentionner. Et puis évidemment, ce que personne ne va penser à mettre, et peut-être même personne ne va penser à faire, il faut suspendre la chimiothérapie. Vous n'avez pas continué à agresser un malade avec des drogues hyper toxiques, alors qu'il est dans une situation très critique. Donc, quelques remarques sur l'embolie pulmonaire. Les dédimères, je vous rappelle qu'ils sont entre guillemets physiologiquement élevés chez les sujets de plus de 70 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur. S'ils sont élevés, on ne peut rien en dire. Par ailleurs, en cas de cancer ou de syndrome inflammatoire, donc lui il a un cancer, ils sont également élevés. Donc aucune valeur ici. Les petits signes d'embolie pulmonaire que vous devez connaître, vous avez la tachycardie qui est un grand classique, qui est secondaire à l'infarctus pulmonaire. Vous avez l'ascension d'une coupole diaphragmatique qui, elle, en général, est secondaire à la téléctasie, puisque la téléctasie, je vous rappelle que c'est rétractile. Vous avez l'épanchement pleural réactionnel. Une opacité systématisée qui correspond également à l'image de l'infarctus pulmonaire, qui peut mimer un foyer infectieux. Et puis parfois, vous avez des hyperclartés localisées. Tout ça, c'est les petits signes d'embolie pulmonaire, c'est-à-dire devant quelqu'un qui a une dyspnée ou une douleur thoracique sans cause évidente, mais avec ces petits signes. C'est très évocateur d'embolie pulmonaire et il faut donc demander un examen complémentaire. Donc en général, c'est l'angioscanner thoracique. Les autres remarques que je voulais vous faire, c'était que devant une embolie pulmonaire avec un malaise, il fallait poser le diagnostic d'embolie pulmonaire grave ou d'embolie pulmonaire massive, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, et que les EP graves relèvent d'une anticoagulation efficace, mais surtout par héparine non fractionnée, c'est-à-dire soit des héparines sodiques, les héparines à la seringue électrique, soit les héparines calciques, c'est-à-dire des héparines que vous pouvez administrer par voie sous-cutanée en 2 ou 3 injections par 24 heures, ça s'appelle la calciparine. En tout cas, pas d'héparine de bas poids moléculaire dans les embolies pulmonaires graves, ça n'a pas l'autorisation de mise sur les marchés, et les gens ne font pas ça, donc il ne faut pas que vous fassiez ça. Devant une EP grave, ou si vous avez un doute, au pire vous mettez une anticoagulation efficace par une héparine non fractionnée, et si ça vous embête de mettre une seringue électrique, vous faites 3 injections quotidiennes de calciparine, une toutes les 8 heures, et on ne peut jamais vous en vouloir de ça. 9e et dernière question de ce long dossier. Le diagnostic d'embolie pulmonaire est confirmé et évidemment, monsieur A survit à l'épisode. 3 mois plus tard, la chimiothérapie a été interrompue en raison d'une progression de la maladie tumorale. On vous dit qu'il pèse 60 kg et que son problème majeur est maintenant celui de douleurs au niveau de l'abdomen. Ces douleurs sont de profil solaire, c'est-à-dire ce sont des douleurs qui évoquent un envahissement du plexus solaire ou plexus cœliaque, c'est pareil, c'est très classique dans les tumeurs du pancréas. Et elle résiste à 8 gélules de diantalvic par jour, ce qui est déjà un petit dépassement de la posologie. Donc maintenant, question douleur, expliquez les étapes de l'antalgie chez monsieur A. Alors, le raisonnement est le suivant, il est très simple. Antalgique de palier 2 inefficace, donc les antalgiques de palier 2, en gros vous en avez 3, vous avez le diantalvic, les feralgancodéinés et le topalgique, ou contramal, tramadol, tout ça c'est pareil, donc vous avez ces 3 molécules. Donc quand les antalgiques de palier 2 sont inefficaces, c'est une indication, sans hésiter, à passer aux antalgiques de palier 3, c'est-à-dire la morphine. Un schéma possible, ça n'est pas le seul, vous en verrez d'autres qui sont tout aussi valables, je vous donne celui-là parce que je pense qu'il est simple. Un schéma possible de titration de morphine pour un patient qui peut être tout à fait conduit en ambulatoire ou éventuellement chez un patient hospitalisé. Donc il faut commencer à 1 mg kg de morphine péros, et il faut commencer avec une forme de morphine à libération prolongée. Donc, sachant que les morphines à libération prolongée, ça dure 12 heures, il faut faire une prise orale toutes les 12 heures. Donc, 60 mg par jour, ça fait 30 mg matin et soir de morphine à libération prolongée, comme le Skenan. Et puis, il faut toujours ajouter des interdoses.
Et très classiquement, ces interdoses doivent correspondre à 1/6 de la posologie totale quotidienne. Et ce sont des interdoses de morphine à libération immédiate, c'est-à-dire de la morphine qui est active pendant 4 heures. Et donc, au total, ça revient à doubler la posologie. Donc, l'exemple dans le cas présent, c'est actiskénan. Donc, vous voyez, c'est facile à retenir pour ce qui est LP et libération immédiate. Skénan et actiskénan, c'est pas très dur. Et donc là, c'est 10 mg, un comprimé toutes les 4 heures. Retenez celle-là, ça suffit largement. Et puis ce qu'il faut toujours dire, évidemment, c'est que vous allez revoir votre patient. Donc si c'est en ambulatoire, vous lui demandez de revenir en consultation. Si c'est à l'hôpital, vous le voyez pendant la visite. Et vous le réévaluez au bout de 24 ou éventuellement de 48 heures. Et vous allez comptabiliser tout simplement toute la morphine qu'il a consommée. Et puis à partir de ça, vous connaissez ses besoins en morphine. Et donc vous allez adapter votre posologie de morphine à libération prolongée. Et puis vous allez toujours laisser des interdoses qui doivent toujours correspondre à 1/6 de la posologie de morphine à libération prolongée qu'il consomme au cours de la journée. Donc tout le monde va mettre la morphine. Donc ce à quoi vous devez penser, c'est la prescription systématique d'antiémétiques et surtout de laxatifs pour prévenir les effets indésirables de la morphine qui sont très classiques, qui sont les nausées et la constipation. Vous pouvez très légitimement adjoindre du paracétamol à 1 gramme toutes les 8 heures de façon systématique, sachant que le paracétamol et la morphine se potentialisent. Et puis vous pouvez éventuellement ajouter un traitement adjuvant, comme par exemple des antispasmodiques. Au moins ça fera plaisir aux patients. Enfin, dans les cancers du pancréas, avec envahissement du plexus cœliaque, parfois la morphine n'est pas efficace et il faut savoir envisager une destruction du plexus cœliaque par alcoolisation. 3 voies sont possibles. La voie percutanée sous contrôle scanographique, très efficace. La voie écho-endoscopique, donc on fait une écho-endoscopie, on se place en regard de la bifurcation de l'aorte et du tronc cœliaque et on injecte de l'alcool autour du tronc cœliaque, là où on sait que sont situés les ganglions nerveux cœliaques. Puis la dernière solution, c'est par voie chirurgicale. Alors on opère rarement un malade juste pour ça. En général, c'est au cours d'un traitement chirurgical palliatif du cancer du pancréas, par exemple typiquement une double dérivation biliodigestive, on va au passage alcooliser le plexus cœliaque, ça préviendra la survenue ultérieure de douleurs. Voilà, on a terminé avec ce dossier. Donc les items abordés, ce sont les thérapeutiques antalgiques, ça c'était la dernière question. On a parlé de l'embolie pulmonaire, on a évidemment parlé des tumeurs du pancréas, on a parlé de la iatrogénie avec l'histoire de l'insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire à l'iode, et puis on a parlé des ictères. Voilà, on va passer au